Donc, je vous remercie déjà pour. Je sais que vous êtes très occupé, vous avez laissé beaucoup de choses en perspective pour venir participer avec nous à ce webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité aussi chez vous en SMS. Donc, je vais vous présenter, mais je vais vous présenter brièvement. Je vous laisserai le soin de le faire parce que vous le ferez mieux que moi. D'accord? Donc, vous êtes spécialiste en management et marketing du sport et vous êtes professeur habilité à l'IMS, Université Ibn Tawfik de Kenitra, entre autres d'autres casquettes que je vous laisserai le soin de présenter. Exactement, merci beaucoup, chère madame. Donc, effectivement, je suis maître de conférence habilité à l'Institut des métiers du sport de Kenitra, donc Université Ibn Tawfik. J'ai déjà eu l'occasion d'être maître de conférence à l'Université de Dijon, donc la faculté des sciences du sport. Et en même temps, je porte aussi la casquette d'un préparateur mental pour l'accompagnement des sportifs de haut niveau et aussi au niveau des entreprises. D'accord. Ben, écoutez, vous m'avez tendu la perche pour poser la première question. Normalement, je vais prévoir autre chose. Mais on va parler de préparation mentale parce que généralement, lorsqu'on parle de sport, généralement, on va juste restreindre le sport à l'activité, à la pratique sportive. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, le management sportif ou le business du sport, c'est beaucoup plus global que ça. Donc, la première des choses, c'est quoi déjà le management du sport? Si on peut le démystifier pour des personnes qui sont présentes avec nous en ligne, c'est quoi? Et comment on va dire, restreindre ou élargir le champ de vision et restreindre aussi par la même occasion par rapport à chaque pratique, par rapport à chaque pratique sportive. Très, très bien. Donc, tout d'abord, je vais reprendre le premier volet sur la préparation mentale et je vais l'interlier avec le management en général dans le secteur du sport. Donc, lorsqu'on parle de management du sport, donc, on souhaite atteindre la performance. Donc, on peut être dans différents autres secteurs. Chaque entreprise, son objectif est être performante face à des concurrents dans un marché précis. Donc, pour atteindre cette performance sportive, je pense qu'actuellement, on ne peut pas avoir la performance sportive sans passer par la performance économique, financière, technique qui est représentée par un ensemble. C'est l'entraînement, c'est le staff technique et aussi le volet mental. Parce que, je vais dire malheureusement, ces dernières années, nous avons tous constaté que sur le plan des résultats sportifs par rapport aux différentes pratiques sportives marocaines, nous avons constaté que il y a un échec, je peux dire un échec, et moi je pense que cet échec est dû à deux volets. C'est le volet managérial par rapport à certaines institutions sportives et aussi au volet mental. Exactement, parce que on a tout à l'heure discuté, on a pris l'exemple, par exemple, des établissements médicaux, les hôpitaux. Par exemple, aujourd'hui, un médecin, oui, il est très performant dans ce qu'il fait, on ne lui enlève pas le crédit, mais peut-être que s'il suit des formations spécifiques au management, là, il va être beaucoup plus performant aussi en termes de gestion, de management aussi. Donc, parfois, on a vu par exemple d'ailleurs dans le sport, on va trouver des footballeurs qui arrivent à se restructurer, à se reformer pour devenir soit coach, soit avoir une autre formation. Aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, veut s'investir dans le domaine du sport, dans le management en général, dans le business sportif, que ce soit pour une activité pécuniaire ou une activité, on va dire une nouvelle carrière, ou peut-être qu'il est aussi dans le domaine du sport, mais qu'il veut aller au-delà du domaine sportif, parce qu'on sait que la carrière d'un sportif est limitée. Donc, si quelqu'un aujourd'hui nous suit et qui souhaiterait réorienter sa carrière, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Donc, je ne vais pas juste répondre à la question de telle sorte, c'est que les athlètes qui souhaitent investir ou se réorienter, mais je vais parler en général, même les investisseurs actuellement qui souhaitent investir dans le secteur du sport, soit dans le secteur du sponsoring, soit dans le secteur des académies, de la formation par rapport au sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le Maroc, c'est une plateforme incontournable pour dans le côté industriel. Donc actuellement, le Maroc organisera, donc on a plusieurs événements phares qui vont se dérouler sur notre royaume. Et donc, actuellement, chaque acteur économique, chaque acteur politique, chaque acteur académique
souhaite et court derrière le secteur sportif. Parce que si on prend juste le terme sport, le sport, ça veut dire communication. Donc, tout le monde souhaite associer le sport pour soit vendre plus sur le plan politique. C'est pour l'image, améliorer l'image de marque, pour augmenter la notoriété. Donc, actuellement, je pense que les investisseurs, on est dans un terrain où il y a de la sécurité, il y a de l'engagement. Donc, la vision politique de Sa Majesté aussi, la vision politique. Actuellement, les entreprises privées et les institutions publiques, ils ont compris l'importance du sport en tant qu'acteur créateur de richesse. Exactement. Moi, vous me poussez à prendre l'exemple, par exemple, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il y a quelques temps derrière, ils n'étaient pas connus justement pour être une plateforme sportive et on voit qu'ils ont fait de gros investissements. Ils ont carrément créé, moi qui suis dans le milieu de la boxe, je suis un grand fan de la boxe, un praticien, je fais aussi partie du bureau exécutif de la Fédération royale marocaine de boxe. Je sais que aujourd'hui, l'Arabie Saoudite commence à être un exemple pour les organisateurs en termes d'événements professionnels. On a vu qu'ils ont fait appeler à Anthony Joshua, qu'ils ont fait appel à de nombreuses écuries de boxe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Prenons le cas du foot. Oui. On voit que ces entreprises-là sont accompagnées par de grosses structures, par de grosses entreprises qui osent mettre le budget. Pourquoi, de notre côté, on est timide par rapport à ça? Donc, déjà, vous avez posé la question et vous avez accordé la réponse. Donc, vous avez dit que l'Arabie Saoudite, ils ont fait appel à des spécialistes, donc à des compétences, à des experts qui ont des expériences dans le secteur de la boxe, dans le secteur du foot, dans le secteur du spectacle. Et je vais rajouter aussi, dans le secteur, ils sont leaders dans le secteur de tout ce qui est jeux e-sport. Donc, tout ce qui est donc actuellement, ils sont les leaders, on va dire, en monde arabe, et ils sont, parce que même le prince Ben Salman, c'est un gamer, donc il a investi dans le secteur de l'e-sport. Donc, il y a de la volonté, il y a de l'engagement, mais ils ont misé sur les différents secteurs, c'est-à-dire c'est pas que de l'argent. Moi, j'ai toujours dit, à travers mes séminaires, que le souci de le non-développement du sport ou d'une pratique n'est pas dû juste au financement. Oui. On peut avoir le financement, mais on peut avoir un problème lié à la pratique. Donc, c'est derrière tout ça. Moi, je pense que la gestion, le management, avoir des compétences, problème de recrutement, problème d'adéquation entre le besoin de la boxe et qu'est-ce qu'il faut. Donc, c'est plus que le problème financier. Prenons le cas, par exemple, de ce que vous avez dit aujourd'hui. On voit que beaucoup de personnes s'intéressent au management sportif. Il y a aussi des écoles qui sont conscientes de ce besoin-là et qui, justement, investissent en créant des programmes spécifiques. Mais comment aujourd'hui vous jugez ces programmes-là qui parlent de management sportif? Est-ce qu'ils sont, on va dire, complets ou est-ce qu'ils peuvent être complétés par d'autres choses, par exemple des DU ou des choses de ce genre? Je vais dire que c'est une question piège, mais je vais répondre quand même à la question. C'est pas mon intention de vous piéger. Exactement, mais non, mais moi je suis très engagé et direct. C'est vrai que nous avons constaté ces dernières années que il y a l'ouverture de plusieurs, je ne vais pas dire écoles, qui proposent des formations dans le management du sport. Donc, on sait très bien que donc nous avons donc lors du premier congrès que j'ai organisé donc à Stade, nous avons récolté les données sur le nombre des thèses, sur le nombre des articles publiés et sur le nombre exactement des doctorants. Alhamdoulilah qu'actuellement, le côté de la recherche scientifique dans le management s'est élargi. Donc, c'est élargi. Donc, il y a l'université de Notofay, l'université Hassan Ier, l'université de Fès. Il y a aussi donc il y a aussi des écoles comme la vôtre, comme le NCG de Casa. Donc, il y a plusieurs, le NCG de Gadir. Mais pour revenir à votre question, c'est que moi je dis c'est l'adéquation entre le besoin. Donc actuellement, nous sommes, le Maroc, nous sommes en train de préparer l'organisation des événements phares. Il n'y a pas que les événements qui sont liés au football. Donc il y a aussi la zone de Dakhla qui organise régulièrement des championnats internationaux sur les sports de glisse, surf, windsurf. Il y a aussi
à Essaouira. Il y a aussi à Tanger qui a organisé ces dernières années donc, un championnat du monde l'aviron. Donc, il y a les marathons. Donc, il y a plusieurs événements qui impactent positivement le volet image de marque dans notre royaume. Donc, la question qui se pose, est-ce que ces formations répondent aux normes, je ne vais pas dire ISO, mais aux normes de la formation? Est-ce que nous avons réussi à offrir des produits, quand je parle d'un produit, à des futurs chercheurs, aux futurs formateurs qui seront capables de répondre aux besoins de la pratique, aux besoins de l'organisation des événements et aux besoins de nos étudiants qui seront des futurs. Donc là, la question qui se pose, honnêtement parlant, on est encore un peu loin d'avoir des compétences dans le secteur. Exactement. Justement, parce qu'il y a aujourd'hui des métiers, par exemple, study. Oui. Je ne veux pas sous votre contrôle, oui. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on a des formations de study. Est-ce que c'est que gérer un stade? C'est quoi le budget d'un stade? C'est quoi gérer un public? Aujourd'hui, on a carrément des entreprises qui ne sont faites là que pour gérer des publics, pour ramener du public. Donc, chers collègues, moi, peut-être tout à l'heure, je l'ai dit, on a pris le café ensemble. Le volet managériel est lié à une culture organisationnelle. Et donc là, vous avez soulevé le volet des studies qui sont un point très important et un facteur clé de la réussite de l'organisation des événements. Moi-même qui travaille sur le volet du comportement des ultras, des spectateurs, et je travaille aussi sur la violence dans les gradins, lorsqu'on parle si on va poser la question à un simple citoyen marocain, pour lui, un study, c'est quelqu'un qui fait de la sécurité. Oui. Donc là, c'est trop vague. Donc, lorsqu'on parle des studies, ils sont formés sur le volet sécuritaire, sur le volet juridique, sur le volet comportemental, sur le volet de communication. Donc, effectivement, nous devons revoir les choses. Et jusqu'à ce jour-là, nous avions, avec le directeur de l'Institut des métiers du sport, une réunion avec l'université de Cergy-Pontoise, dont l'objectif de penser à une formation qui accorde à ceux qui souhaitent, à des professionnels et aussi à des étudiants, ceux qui souhaitent avoir, je vais dire, un certificat dans le secteur de l'événementiel et la sécurité, c'est-à-dire formation intensive dans l'objectif où il y aura le volet juridique, le volet comportemental, donc comment se comporter avec les supporters, comment gérer donc les foules. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça aussi. Ce serait quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a le besoin de formation. Nous assistons à des salles de sport ou des chaînes de salles de sport qui vont proposer justement des formations à des coachs juste pour gérer un petit peu la clientèle avide de pratiques sportives. Mais on pourrait aussi avoir un parallèle de personnes d'équipes de foot ou de fédérations qui ont ce besoin spécifique. Pour que je sois clair avec vous, hein, soit on va mener des actions, soit on va mener des réactions. Oui. Avant d'avoir mon poste de professeur à l'université, j'ai eu l'occasion de travailler dans les centres de fitness en tant que même directeur d'exploitation, sans citer donc le label de de quelle entreprise de fitness. Oui. C'est vrai que lorsqu'on recrute avec une finalité commerciale et avec une finalité lucrative de telle sorte minimiser les coûts. Donc, on ramène des jeunes de bac plus 2 ou qui ont un bac dont l'objectif de les former, de vendre des packs. Et donc, c'est pareil, c'est la même chose pour les coachs. Donc, tous ceux qui pratiquaient de l'haltérophilie ou une danse, qui maîtrisent certaines danses, donc une petite formation et les coachs, est-ce qu'il est à surmonter professionnel? Point d'interrogation. Actuellement, la question qui se pose par rapport à ces métiers, moi je pense qu'il faut revoir les choses aussi par rapport à l'ANAPEC. Si je compare l'ANAPEC avec le Pôle emploi en France, le Pôle emploi a réussi, je ne vais pas dire a réussi, donc sur le site de Pôle emploi, il y a ce qu'on appelle les ROM, c'est-à-dire le ROM avec des codes par discipline et par métier. Donc, on fait la différence entre un animateur, un coach certifié, un coach non certifié. Donc, un coach destiné à la pratique pour la catégorie de 4-6 ans, 6 ans, 10 ans. Mais c'est toute une plateforme sur laquelle plusieurs acteurs
dans le secteur du sport, plusieurs parties prenantes qui doivent se mettre à table pour discuter ces sujets-là. Exactement. Merci beaucoup. Je profite Je vous remercie. profite de l'occasion pour remercier les personnes qui sont en ligne pour dire que le webinaire est interactif. Donc, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser. Moi, je m'occuperai de les poser à notre intervenant. Donc, voilà, juste pour préciser, vous faites-vous plaisir et posez-nous toutes les questions que vous aurez à nous poser. Donc, pour revenir au sujet, aujourd'hui, le Maroc, il est devenu une plateforme, on va dire, continentale et intercontinentale en termes de sport. On remarque aujourd'hui que, par exemple, l'Académie Mohamed VI, elle attire beaucoup d'entreprises, enfin, de clubs de foot africains, où elle attire aussi beaucoup de personnels internationaux qui souhaiteraient faire leur concentration et carrément venir ici un petit peu s'imprégner de l'expertise de l'académie. Donc, ma question, elle est très simple. Aujourd'hui, l'académie a été faite par des fonds et par la volonté de Sa Majesté qui a voulu développer le volet footballistique et le volet sportif. Ma question est très simple. Pour recadrer le sujet du sponsoring, aujourd'hui, quelle est la place des acteurs privés? Est-ce qu'il y a des initiatives qui se font? Est-ce que le Maroc peut devenir, par exemple, prenons l'exemple du foot, peut devenir une destination de voyage pour les bootcamps sportifs ou les bootcamps footballistiques? Aujourd'hui, l'Espagne, on en a, je pense, 24 clubs qui sont assermentés 24 centres qui sont assermentés par la FIFA pour recevoir justement des équipes en concentration, etc. Aujourd'hui, est-ce que les acteurs, on est où avec les acteurs privés? Est-ce qu'il y en a? C'est quoi l'investissement? Comment s'y prendre pour pouvoir justement aller de l'avant par rapport à cet investissement sportif qui peut être soit très lourd ou travailler intelligemment? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour déverrouiller ça? Très, très bien. Donc, pour répondre à votre question, donc, il y a plusieurs volets. Donc, vous avez parlé sur les acteurs, la place des acteurs privés et en même temps, vous avez soulevé donc l'Académie Mohamed VI. Moi, je vais parler aussi sur le centre. Je vais donner un exemple concernant le centre Mamora, donc Mohamed VI. Et en même temps, je vais profiter de l'occasion, je vais parler sur un peu les médias sportifs. C'est très important. Nous avons souvent entendu sur les réseaux sociaux et les médias comme quoi donc, les fonds publics étaient investis dans un secteur qui est le secteur footballistique. Et que par exemple, donc, moi je ne connais pas les chiffres, il y a certains qui disent qu'on dépasse les 50 milliards de centimes, d'autres 80 milliards. C'est simple. C'est des fonds investis dans l'objectif et, je vais dire, on est dans l'approche politique et l'approche économique. Je vais parler sur les sélections nationales. La sélection A, la sélection B, la sélection féminine, les moins de 17 ans, les moins de 20 ans. Donc, pour qu'on fasse des concentrations, nous avons besoin de beaucoup de frais de déplacement, des frais dans les hôtels, la restauration, donc des frais de concentration. Donc, sur le plan investissement, pour moi, c'est un investissement public. J'aurais aimé que les fonds privés comprennent ça avant que l'État investisse dans ce secteur. La question qui se pose, donc je vais rester déjà sur le premier point, sur l'académie et sur le centre de formation. Moi, je pense que c'est un investissement trop bénéfique pour le football marocain et pour l'État marocain. Tout simplement parce que la somme qu'on a investie, elle sera amortie minimum dans 5 ans ou 10 ans. Et donc, on va gagner un retour d'investissement très bénéfique, sachant qu'à part le retour d'investissement basé sur l'amortissement du bien, il y a aussi donc ce centre de formation qui attire des Africains. Et lorsque je parle qui attire des Africains, on est dans le soft power, donc on est dans le côté diplomatie géopolitique. Et en même temps, lorsqu'on va avoir des grandes équipes comme le Real de Madrid ou autres, le Barcelone, ou des sélections, la France, la sélection de France ou d'Italie, ce n'est pas gratuit. Oui. Donc c'est un autofinancement pour le centre de formation. Et c'est un autofinancement, c'est un moyen de financement. Donc c'est là où je vais revenir sur le pourquoi actuellement le secteur privé n'investisse pas. Pour répondre à cette question, parce que malheureusement, cette question est en relation directe avec le sujet, notre sujet qui est le sponsoring. Et donc lorsqu'on parle de sponsoring, on est sur le financement et pas des subventions. Mais lorsqu'on est sur les fonds publics, on est sur du subvention
public. La différence entre les deux, c'est que subvention, c'est dans l'objectif de développer la pratique et développer le football marocain ou la boxe, dans l'objectif qu'on aura une masse de citoyens marocains qui pratiquent et qui augmentent le nombre des adhérents. Donc, on a une masse très large. Donc, plus que la masse est large de la pratique, plus qu'on aura plus de chances d'aller vers la compétition et d'aller vers l'élite, plus qu'on aura de chances que notre drapeau sera flotté dans des compétitions internationales. Sur le plan sponsoring, malheureusement, sur le Maroc, moi, je vous pose la question et je la pose à tout le monde et je la pose à moi-même. Pourquoi les entreprises marocaines ne sponsorisent pas? Il y a certains qui vont dire, mais non, mais le WAC, c'est Angelec, Raja, c'est Marsa, Berkin, c'est Dahmiz. Donc, des compétitions comme les marathons de... Mais la question qui se pose, c'est que le fonctionnement du sponsoring, est-ce qu'il respecte les normes? Exactement. Est-ce qu'il respecte les normes ou pas? C'est-à-dire, je vais donner donc ce que je disais tout à l'heure quand on a pris le café, c'est que en tant que sponsor, j'attends un retour d'investissement. Le meilleur exemple, je vais le dire, c'est par rapport à Dihmis. Moi, je pense que c'est la seule marque actuellement au Maroc qui a réussi en ROI, c'est-à-dire en retour d'investissement, par rapport au sponsoring, au club de RSP. C'est dans l'objectif, c'est que c'est gagnant-gagnant. Moi, je ne vais pas, si elle accorde une somme, je ne vais pas la citer pour un club, c'est dans l'objectif, améliorer mon image de marque. Si le produit n'est pas connu, c'est faire intégrer un produit nouveau sur le marché. Donc, quand je dis, donc, on est sur l'approche cognitive, c'est faire connaître la marque. Puis, donc, on va faire aimer la marque par l'approche affective, donc à travers des stratégies marketing et des actions marketing dans l'objectif de faire aimer le produit et dans l'objectif de changer le comportement des citoyens marocains et d'aller acheter le produit. Donc, à quoi bon? Là, pour répondre encore toujours à la question, c'est que les entreprises manquent de visibilité envers les clubs et envers les manques d'engagement, manque de crédibilité. Donc, je pense que les entreprises pensent que certains clubs ne sont pas crédibles, ne sont pas engagés. Il y a un problème de conformité avec le volet juridique. Il y a beaucoup de problèmes de management. Exactement. Et donc, moi, je pense qu'une fois les clubs seront structurés d'une façon managériale, c'est-à-dire avec un département RH qui va prendre en considération le recrutement en tant que recrutement, un département marketing qui va prendre en considération la communication externe, interne, parce qu'actuellement, les grandes boîtes dans le secteur du sport travaillent sur ce qu'on appelle RH marketing, c'est-à-dire si la cohésion est négative au sein, donc elle sera ressortie. On parle de réputation interne qui sort sur l'externe. Et malheureusement, moi, je parle sur les équipes marocaines, entre parenthèses, de la pratique footballistique. Moi, je pense qu'actuellement, les résultats de certains clubs, s'ils sont néfastes, ce n'est pas dû au volet technique d'entraînement, mais c'est dû au volet managérial, au volet de gestion, ressources humaines et administratives. Et on peut extrapoler, par exemple, le tennis. Il y a longtemps, le Maroc avait un très grand niveau de tennis. Aujourd'hui, on est un peu en train de perdre un petit peu notre position qu'on avait avant. On avait des champions qui étaient connus à l'international. Les trois mousquetaires, donc El-Ami, Inaoui et Arazi. Donc là, vous avez sorti un autre sujet. Moi, je l'ai écrit noir sur blanc dans ma thèse. J'ai posé la question, est-ce que nos athlètes des années 90, est-ce que c'est un exploit individuel ou collectif? Oui. Je ne vais pas répondre à la question, donc je laisse le débat. Mais parce que réellement, il faut se poser la question, parce que là, la question, elle se pose aussi sur le volet des centres de formation. Tout à l'heure, vous avez soulevé l'Académie Mohamed VI. Heureusement que ces dernières années, je vais parler sur 3-4 dernières années, nous avons constaté que il y a un produit footballistique, il y a plusieurs joueurs qui ressortent de l'académie, qui jouent à Tihad Touarga, qui sont dans d'autres équipes de la Botola et même ailleurs. Mais je pense qu'ils ont pris du retard. Mais quand même, actuellement, ils sont en train de donner le fruit. La question qui se pose actuellement, si on compare les centres de formation dans le secteur de football, parce que malheureusement actuellement, il n'y a que la pratique de football où on peut parler des centres de formation.
je pense à mes connaissances par rapport à d'autres activités, boxe, tennis. À l'époque, oui, on avait des centres de formation pour le tennis, même si qui ne répondaient pas aux normes internationales. Mais actuellement, moi, la question qui se pose, si on prend la sélection nationale de notre sport d'élite, qui est le football marocain, qui représente, qui rayonne sur le plan international, nous avons 90% des joueurs qui sont issus des centres de formation internationaux, oui, et pas nationaux. Exactement. Donc c'est là où il faut poser la question, pourquoi? Exactement. Justement, pour rebondir sur ça, le foot, c'est beaucoup on va dire de joueurs formés à l'international. Lorsqu'on va prendre, par exemple, la boxe, c'est beaucoup aussi de formation dans les académies au sein du Maroc et qui vont représenter le drapeau à l'international. Donc, on voit qu'il y a des sports où on va voir beaucoup de nationalisation de ce sport-là. Par rapport à d'autres sports, on va voir beaucoup de Marocains qui reviennent vers leurs origines, qui ont grandi à l'étranger, qui vont retrouver leurs origines. À votre avis, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la formation? Très, très bien. Je suis en train de penser, je suis remonté dans l'histoire, et c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, il faut creuser dans les pratiques dont le capital marocain, c'est-à-dire le sportif marocain, a un potentiel. Donc, si on remonte dans l'histoire, tout le monde sait que nous étions bons dans le tennis, l'athlétisme, la boxe aussi, certains pratiques d'arts martiaux. Mais nous avons, ces dernières années, nous avons constaté, comme vous l'avez soulevé, qu'on ne parle plus de tennis. On pose point d'interrogation. On ne parle plus de... Même l'athlétisme, malheureusement, actuellement, heureusement qu'on a un seul champion, mais donc c'est Boukhali, Soufiane Boukhali. Et donc, la sonnerie d'alarme qui doit sonner. Donc, il y a quelque chose, moi personnellement, en tant que chercheur dans le secteur du management de sport, je relie ça à, j'ai toujours dit, nous devons avoir des athlètes dans la natation, nous devons avoir des athlètes dans l'athlétisme, parce que la morphologie et l'homme méditerranéen répond aux normes d'être performant dans l'athlétisme, la natation, le football. Moi, ancien basketteur, donc malheureusement, le basket a disparu. Donc, sachant que dans les années 80, dans les sports collectifs, le Maroc était bon dans le basket, dans le handball. Le rugby, on n'en parle plus. On a l'impression qu'actuellement, le rugby aussi, il a disparu. Donc, je remets en question, effectivement, la formation. Il n'y a plus de formation. Et aussi, la sensibilisation. Là, c'est d'autres acteurs. C'est l'éducation nationale. À notre époque, il y avait l'ASS. Donc, l'ASS, c'est-à-dire tous les mercredis matins, les vendredis, samedis. Donc, les jeunes, il y a aussi... actuellement, c'est les réseaux sociaux, les smartphones qui empêchent nos jeunes d'aller vers. Donc, il faut beaucoup de campagnes de sensibilisation dans l'objectif de pousser nos jeunes à pratiquer donc, le sport. Et d'ailleurs, les médias, ils ont un rôle. Vous avez tout à l'heure parlé des médias. Aujourd'hui, lorsqu'on va voir, par exemple, la répartition de temps horaire de diffusion, des audiences ou de diffusion, on va voir qu'à peu près 90 à 99%, c'est pris par le football. Alors que les autres, par exemple, il y a je suis certain qu'il y a des compétitions qui se font au cours de l'année, le kickboxing, la boxe, le karaté, donc ils ont des compétitions. Si on prend par exemple l'exemple des États-Unis, on va voir qu'il y a des chaînes télévisées qui diffusent les compétitions universitaires de la NFL, du baseball, du basket, NBA. Exactement, donc pas mal de choses par rapport juste au sport universitaire. Ne pensez-vous pas aussi que le problème vient justement de la non-médiatisation de ces sports? Et justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être on est en train de perdre des adhérents. On parlait tout à l'heure du nombre d'adhérents, c'est un point que vous avez soulevé qui était très important lorsqu'on s'était vu en amont. Donc aujourd'hui, vous avez dit qu'on n'est pas capable d'avoir un nombre d'adhérents qui est défini, on n'est pas capable de voir l'évolution d'une base de données ou de voir l'évolution. À votre avis, c'est dû à quoi et comment on va pouvoir faire pour pallier à ça? Très, très bien. Moi, je vais commencer pour répondre à votre question par le dernier point, c'est le nombre des adhérents. Moi, je pense que c'est un point très important si on souhaite
être performant dans certaines pratiques. La première stratégie sur laquelle les fédérations, les ligues ou les clubs doivent coopérer, c'est comment augmenter le nombre des adhérents. Malheureusement, depuis que j'ai intégré l'Institut des sciences du sport depuis 2016 et puis donc l'Institut des métiers du sport depuis l'année passée, chaque fois j'encadre des étudiants pour des mémoires de PFE ou bien même des doctorants par rapport aux thèses doctorales, nous avons été toujours confrontés à un problème de base de données. Soit dans le secteur public, dans le secteur public, je ne comprends toujours pas pourquoi donc les deux secteurs ne coopèrent pas avec le volet scientifique, ne coopèrent pas avec les écoles supérieures, ne coopèrent pas avec les instituts des sciences du sport. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que moi aussi, donc, je ne peux pas répondre à la question parce qu'on a vécu ce problème pendant cette année que je suis dans la recherche. Je pense avoir une partie de la réponse, mais avant de vous la donner, on va se tourner vers une question. Vers une question. Donc aujourd'hui, on a Monsieur Zvavi Zaki, plus de 35 millions de dirhams pour le Raja avec un taux de renouvellement à 95% depuis des années. Après, il faut remettre les choses dans le contexte économique du Maroc. Le problème vient de la crédibilité de certains dirigeants. Donc on en discute. Mais exactement, moi je vais pas parler que sur la crédibilité de certains dirigeants, mais moi je vais parler de la crédibilité du capital humain en général. Exactement. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de capital humain, ce qu'il faut savoir dans le secteur sportif actuellement, le résultat, et tout le monde souhaite voir son équipe se trophée, avoir un palmarès et être le leader sur le plan des pratiques. Mais il faut se poser la question. Moi, je l'ai toujours dit, hein, le capital humain, c'est le moteur de c'est le moteur de cette performance. Donc, on ne va pas remettre le dos que sur parce que là, lorsqu'on dit les dirigeants, moi, les dirigeants, ils sont représentés par tout un staff administratif. Et donc, lorsqu'on parle des dirigeants, moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que sur le volet manager, combien de clubs qui ont des directeurs administratifs qui répondent aux besoins du club? C'est-à-dire, quand je parle qui répondent aux besoins, c'est-à-dire des dirigeants administratifs ou bien des responsables marketing ou des responsables RH qui répondent aux normes de qualification, de performance. C'est-à-dire, moi, en tant que dirigeant de club, donc, déjà, la question qui se pose, est-ce qu'on respecte les normes de cahier de charge qui sont proposées par la fédération? Exactement. Est-ce que tous les clubs du football marocain, de la Ligue, ou de la Boto, la représentent? Donc là, c'est des questions, on remet toujours en cause, mais moi, sans rentrer dans mettre le point sur le dos de dirigeants, moi, je dis un problème de gestion, de management, un problème de recrutement, un problème de compétences, un problème de culture ancienne qui existe encore. Donc, moi, je pense que c'est le moment où les clubs, toutes les autres pratiques, moi, je ne vais pas parler que le foot, toutes les autres fédérations, de mettre point sur la pédale et freiner et dire, on doit passer, c'est le moment de transiter à une autre phase, à une autre ère de gestion du volet sportif. Par rapport à ça, justement, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, il y a quelqu'un, et on est en train de parler, il m'a dit, moi, ça fait 40 ans que je suis en train de faire ça. J'ai dit, mais aujourd'hui, vous en êtes où? Ça fait 40 ans que vous êtes. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi vous n'avez pas avancé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? J'ai dit, ça fait 40 ans que vous faites du surplace. À un moment donné, il faut se prendre le temps, se poser des questions. Est-ce qu'on est en train d'aller sur la bonne voie ou pas? Maintenant, ça fait partie du principe de bonne foi ou de mauvaise foi. Il y a des personnes qui sont de bonne foi, comme l'a dit Zaki, qui veulent avancer, qui ont ce bon vouloir d'avancer. Il y en a d'autres qui sont là juste parce qu'ils essayent de tirer le maximum. Aussi, moi j'ai envie aussi de vous poser une certaine question. Oui. La dernière fois, j'avais vu, la dernière fois, ça fait à peu près quelques mois, j'avais vu que le directeur sportif ou le directeur général du Manchester United, il était d'origine du Maroc, originaire du Maroc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a les compétences nécessaires pour pouvoir avoir un Marocain qui gère un club comme le Manchester United, qui est un grand club avec de grosses stars, avec un gros budget aussi, avec beaucoup de problématiques derrière à gérer. Mais pour que ces personnes-là ne soient pas mises en relief au Maroc, qu'est-ce qui nous manquerait?
Très, très bien. Bon, peut-être je vais utiliser la dernière diapo que j'avais, c'est sous forme d'un modèle de performance, Oui. c'est-à-dire qui pourra être appliqué euh, pour les fédérations, pour les clubs, pour les ligues. Mais avant de parler sur ce petit modèle que j'ai essayé de concevoir tout seul hier, j'étais en train de penser à un petit modèle de performance. Donc, je pense que j'ai vécu 15 ans en France. Je pense que le modèle de football marocain est preuve comme quoi nous avons beaucoup de talents, pas que dans le secteur footballistique, Oui. mais dans toutes les autres pratiques sportives, ainsi que dans le volet de compétences du capital humain, dans la gestion, on a des compétences dans la gestion des flux, dans la gestion des infrastructures sportives, dans la gestion des clubs. Comme vous l'avez soulevé, un directeur directeur de Manchester, il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Espagne. La question qui se pose actuellement, je l'ai dit, moi, c'est un problème culturel. C'est-à-dire il faut qu'on se réveille un jour et on se dit, stop. Là, je vais être un peu direct. Certains présidents de certaines fédérations qui sont là depuis des années, j'ai rien contre le fait qu'ils restent pendant des années, il y a le public et les ménages et la population qui ne savent pas que, en tant que décideur autorité, on ne peut pas intervenir pour. Parce que là, il y a ce qu'on appelle le mouvement fédéral. Les gens ne connaissent pas que lorsqu'on est une association, donc une fédération, et sa forme juridique est une association à but non lucratif. Exactement. Et donc, une association à but non lucratif est régie par un règlement. Donc, suis affilié à une fédération internationale. Et donc pour changer des fois, il faut faire l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, on doit avoir minimum le 2/3. Et donc, est-ce que réellement, donc actuellement, juste par rapport à ce point, je recommande les fans de certaines marques de sport en général de s'adhérer. Donc, je reviens sur le point tout à l'heure on doit avoir de la masse, on doit avoir les jeunes, nos enfants qui doivent, je vais le citer, j'ai un enfant qui a 14 ans, donc il a une licence depuis qu'il avait 4 ans. C'est-à-dire qu'il a plus que 10 licences alors qu'il a 14 ans. Donc c'est quelqu'un qui a mordu du basketball, peut-être parce que moi j'ai fait du basket, mais c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'école, c'est la responsabilité des médias. Comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, il faut que les médias concrétisent des audiences pour sensibiliser de l'importance de la pratique, des différentes pratiques, de la boxe, de l'athlétisme, de la natation, la marche à pied, le football, le basket. Donc c'est toute une planification que nous devons revoir. Exactement. Par rapport à ça. Exactement. Merci beaucoup pour l'intervention. Donc, C'est moi qui vous remercie. Donc, il y a ici. Donc, il y a une personne qui parle de le football en marchant, walking football. Il dit que il manque de sponsoring. Très bien. Et que il va cibler généralement les personnes âgées de 40 ans, 50 ans. Voilà, donc il fait partie de notre. Donc, ils ont reçu une invitation de la part d'une équipe Novara. Oui. Et ils ont besoin de sponsoring parce qu'ils sont en train de faire donc, c'est beaucoup plus un appel à l'aide que, on va dire, une question. Donc, il a laissé un numéro ici. Justement, aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont dans la performance sportive, qui sont performantes, qui sont dans le besoin de sponsoring. Brièvement, si quelqu'un souhaite avoir du sponsoring, comment il doit s'y prendre? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Je ne vais pas répondre brièvement, si vous me permettez. Bien sûr. Parce que c'est un point très important. Depuis que je suis rentré de France en 2016, j'ai constaté que c'est une observation participante que la majorité, soit des présidents, des représentants, des adhérents, tout le monde parle d'un problème de financement. Mais très rare, j'ai entendu parler de la solution. Mais moi, je pense que le problème de financement, c'est un problème culturel. Parce qu'à tel point on s'est habitué, on est conditionné à avoir des subventions, soit par les fédérations, soit par. On a pris l'habitude de ne pas
chercher d'autres outils. Certainement. Moi, donc, est-ce qu'on a posé la question comment développer les produits dérivés pour augmenter les ventes? Lorsque je vais parler sur les produits dérivés, moi, je vais parler sur les clubs phares, Raja Wydad par exemple. Est-ce qu'ils ont développé le volet juridique pour mettre fin à tout ce qui est informel? La vente des maillots, des produits dérivés qui sont informels sur le marché marocain. Donc là, on peut poser aussi la question pourquoi certaines grandes marques comme Adidas et Nike ne sponsorisent pas certains grands clubs? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une transparence, il n'y a pas, des garanties juridiques qui vont. Donc moi, en tant que Nike, je ne peux pas sponsoriser certaines équipes dont l'objectif, sur le marché, mon maillot, il coûte 140 €, mais je peux travailler un maillot similaire qui coûte 10 € sur le marché. Ce n'est pas possible. Un autre point très important, très peu de clubs qui investissent dans l'activité économique. C'est quoi une activité économique? C'est qu'une part de l'argent, une part du budget de club qui sera investi dans d'autres activités, à part l'activité de la pratique principale. Donc, pourquoi pas ne pas investir dans d'autres activités dans l'objectif de générer d'autres ressources financières? Et pour répondre donc à la question de notre cher auditeur, la question comment avoir, et votre question aussi, donc moi je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir des sponsors, il faut être crédible. Oui. Il faut être crédible, c'est-à-dire il faut avoir une gestion transparente, il faut avoir un staff managérial transparent, il faut avoir les meilleurs joueurs, il faut avoir un meilleur entraîneur, c'est tout un produit. Oui. Donc là, pour répondre à la question, je vais vous donner un exemple sur pourquoi les Marocains s'identifient plus à des équipes internationales comme les équipes espagnoles ou les équipes anglaises. Il y a certains qui vont me dire, mais tout simplement, si je pose la question à n'importe quel jeune, eh ben parce que moi j'aime regarder telle équipe parce qu'ils ont du beau jeu, les meilleurs joueurs. Mais là, la recommandation, c'est que en tant qu'équipe, il faut qu'elle travaille sur ses valeurs. Est-ce que les adhérents, est-ce que les citoyens marocains connaissent les valeurs de mon équipe? Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs? C'est-à-dire, est-ce que mon identité en tant qu'équipe est connue et reconnue sur le marché marocain? Donc, moi, je pense que la première phase, c'est travailler sur son identité et la personnalité. Donc, il y a une différence entre identité et personnalité. Identité, elle est représentée par le logo et elle est représentée par les couleurs, elle est représentée par le slogan, elle est représentée par les valeurs du club. Et lorsqu'on parle de la personnalité, elle est représentée par la qualité des joueurs, elle est représentée par les palmarès, donc la personnalité de gagnant. Et donc, nous devons travailler sur ce premier volet pour qu'on puisse pouvoir être plus attractif. On ne peut pas attirer des fans alors qu'on n'est pas attractif. C'est pareil pour les sponsors. Pour attirer les sponsors, il faut être capable de vendre votre produit. Donc, il faut que notre produit attire les sponsors de telle sorte, parce que lorsqu'on parle du sponsoring, leur objectif, c'est quoi? On n'est pas dans un échange de développement de la pratique, mais on est dans un échange lucratif. C'est-à-dire, en tant que marque sponsor, en tant que brand, j'ai besoin en contrepartie d'augmenter la notoriété. J'ai besoin d'améliorer l'image de marque. J'ai besoin d'accéder à d'autres marchés. Donc, si je cible les 40-50 ans, mais je dois cibler les jeunes par des stratégies digitales, parce que les jeunes actuellement, ils sont plus connectés. Et donc, pourquoi pas ne pas recruter un spécialiste dans le volet digital, dont l'objectif de travailler sur les outils actuellement numériques, dont l'objectif d'avoir des jeunes qui sont connectés. Exactement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je vous donne l'exemple du PSG ou de Manchester City. Ça, c'est des fonds d'investissement qui aujourd'hui ont été lancés, qui ont acheté des clubs et qui s'occupent d'acheter et de développer des clubs, qui cherchent des sponsors, qui structurent un petit peu les clubs et on va lancer les académies, on va lancer pas mal de moyens on va dire, d'alimentation financière pour le club, on va vendre des places VIP, on va créer une expérience sportive au lieu justement de vendre qu'un match. Donc là, vous avez parlé sur vendre un match en marketing, vous êtes spécialiste en marketing. Pour moi, le match, c'est le produit principal. Et donc, un produit principal, et autour de lui, il y a les produits annexes. Donc, il y a les produits de base, c'est-à-dire c'est la sécurité, c'est l'accueil, c'est l'organisation. Donc, nous devons travailler sur le produit
il faut savoir que dans un système sportif, on ne peut pas parler du management donc, sans pratique. Donc la pratique, elle est au cœur du système sportif. C'est-à-dire le produit principal est représenté par la compétition ou le match. Et donc, mais si on souhaite travailler sur l'attraction et pour puisse attirer donc plus de sponsors et plus de fans et plus de ceux qui vont acheter le produit, on doit travailler sur les produits qui tournent autour du produit principal. C'est l'accueil, l'organisation, la sécurité. Autour des produits de base, il y a aussi commerciaux. Donc, et là, je vais ouvrir la parenthèse sur les stades actuels. Heureusement qu'actuellement, le Maroc va rentrer dans une nouvelle ère de nouvelles plateformes de stades connectés qui vont répondre aux normes internationales, dans l'objectif de travailler sur le prix de la billetterie. Sachez qu'actuellement, lorsqu'on parle des revenus des clubs, oui, les revenus, donc nous avons trois types de typologies de revenus. Donc il y a les revenus qui sont issus de la billetterie. Malheureusement, au Maroc, ils ne sont pas trop développés. Les billets, c'est 20, 30, 40, 50 dirhams. Donc, c'est légitime. Et le marché parallèle aussi. Et le marché parallèle. Oui. Les revenus qui sont issus du sponsoring, ce volet-là, il n'est pas trop développé, malheureusement. Le troisième volet sur lequel les grands clubs internationaux, c'est le marché de diffusion. Et c'est là aussi, c'est un marché qui n'est pas aussi en bonne forme. Parce que lorsqu'on parle de marché de diffusion, les droits de retransmission, nous constatons qu'on n'a pas une concurrence entre les médias. Et donc, nous avons la SNRT. Et donc, la SNRT, donc, sur le plan de même l'audience, exactement. Par exemple, il n'y a pas une forte audience par rapport à ça. Je vous prends sur cet exemple-là. Je vais prendre un exemple que je maîtrise et dont je pourrais parler, par exemple, la boxe. Aujourd'hui, pour les contrats des boxeurs, il y a le contrat du gala, justement, du combat qu'il va faire lui-même, mais aussi il y a les contrats de diffusion. Les chaînes télévisées paient énormément d'argent. Il y a aussi une nouvelle technique de diffusion qui est le pay-per-view. On va payer pour chaque combat de match qu'on va voir. Aujourd'hui, au Maroc, malheureusement, on manque de plateformes de pay-per-view, on va payer pour voir, on manque justement de concurrence par rapport à la diffusion, on manque de contrats ou de règlements clairs par rapport à ce volet-là qui permettrait justement aux joueurs et aux clubs on va dire, de bénéficier d'un certain financement des chaînes télévisées parce que tout simplement, il y a une seule ou deux qui diffusent les matchs. Et puis voilà. Donc, exactement. Moi, tout à l'heure, j'ai pas parlé sur le modèle que je comptais exposer, oui, mais il va répondre à votre question dans l'objectif actuellement. Ce qu'il faut savoir, pour toutes les pratiques sportives, toutes pratiques confondues, donc on ne va pas parler que sur les sports co au sport, le e-sport au sport individuel. Moi, je pense que un système sportif est composé sur le plan microéconomique et sur le plan macro. Sur le plan microéconomique, il est composé par la pratique et tout ce qui touche la pratique sportive, les médias, les sponsors, donc les écoles et les instituts de formation, les fédérations, la ligue, donc c'est ce qu'on appelle. Donc, au sein de ce système, il faut qu'il y ait de la coopération. Exactement. Moi, je pense que pour réussir à accorder ou bien donner un modèle de performance, nous devons parler de la coopération entre tous les acteurs. Et là, j'ai pensé sur le volet de performance mentale, sur une courbe, même si c'est coordonné, on parle de terre de coopération. Donc, soit on est positionné dans une terre d'autorité, soit une terre de soumission, soit on est sur une terre de confusion, soit on est une terre de coopération. Toutes les études, tous les clubs professionnels qui évoluent dans le monde ont compris qu'on doit se positionner sur la terre de coopération. Et donc, ceux qui sont dans une terre d'autorité, c'est malheureusement, c'est moi le chef, c'est moi le patron, c'est moi qui sais tout. Ils vont passer des années, ils vont rester à la même place. Et on dit que la terre la plus délicate, c'est la terre de confusion. Et aussi au Maroc, des fois, on est sur la terre de confusion parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. Et on ne sait pas où aller. Donc, il faut prendre une décision et dire que actuellement, quels sont tous les acteurs économiques et les parties prenantes avec qui nous devons se mettre à table et négocier comment ressortir de tel état. Deuxième point, donc, la transparence, l'engagement et la crédibilité. Tant qu'on n'est pas engagé, tant qu'on n'est pas transparent, tant qu'on n'est pas, je pense qu'il y aura toujours un problème qui sera lié à la performance sportive. Il faut s'inspirer
des expériences extérieures. Donc actuellement, on peut dire que la Fédération de football royale marocaine s'est inspirée par les centres de formation européens et le résultat, il est là. Pourquoi pas dans la boxe, pas dans l'athlétisme, pourquoi pas dans le basket et autres activités. La vision stratégique, donc il faut se mettre d'accord sur une vision. Et lorsqu'on parle de la vision, nos centres de formation, nos fédérations ne doivent pas regarder au bout de leur nez. Une stratégie, c'est à long terme, c'est minimum 3, 5, 10 ans. Donc les fruits, les résultats, ce n'est qu'à partir d'un travail engagé de plusieurs années. Là, je vois la parenthèse malheureusement que la population marocaine n'a pas de patience. Des fois, en tant que fan de club, en tant que fan, on veut le résultat tout de suite, mais je pense que ce n'est pas vrai. Donc, il faut être patient. C'est pour cela, des fois, on constate que certains clubs, ils changent les entraîneurs comme on change une veste. Et donc, toujours pour réussir ce modèle, donc, on a besoin d'utiliser des nouvelles technologies, utiliser la compétence. Moi, je le dis toujours, le recrutement est très important. Le volet RH et le volet RH, c'est le volet capital humain. Et tant que le volet capital humain n'est pas le cœur et le noyau, je pense qu'on aura toujours un problème d'aller vers la performance par rapport à une masse trop élargie sur le secteur du marché sportif. Mais exactement aussi, c'est une manière de rendre un petit peu, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Si aujourd'hui on cherche PSG sur LinkedIn, on va avoir beaucoup de profils qui s'affichent, qui travaillent à l'intérieur du club. Et du coup, ça nous permet de personnifier un petit peu le club, mis à part les joueurs, de voir qu'il y a on va dire, des soldats de l'intérieur qui font en sorte que le club existe. Tous les clubs ont ça. On n'a qu'à aller faire des recherches, on va voir qu'il y a de nombreux profils qui existent. Aujourd'hui, est-ce qu'on est au Maroc dans la même démarche? Je pose la question. On a peut-être des membres de bureaux exécutifs, mais est-ce que les RH sont mis en relief justement pour dire que voilà, il y a des personnes qui travaillent, qui sont salariés de clubs ou de fédérations et qui sont là pour œuvrer à l'amélioration du travail qui est fait. Très, très bien. Moi, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est qu'au niveau des fédérations, ils doivent travailler sur le volet de vision stratégique. Et rester patient. Donc, le résultat vient pas au jour au lendemain. Oui. Donc, moi, je ne suis pas là pour accorder des conseils, mais en se basant sur des expériences européennes, c'est que les clubs actuellement qui sont, vous avez cité le PSG, à titre d'information, juste sur les stratégies digitales de PSG, ils ont réussi à recruter un nombre très important, quand je dis recruter, des soldats des réseaux sociaux qui touchent des bons salaires, qui sont là pour une bonne cause. La question inverse que je vais poser, est-ce que nos clubs, sur les résultats sociaux de certains clubs marocains, ont un impact positif ou négatif sur la réputation et l'image de marque du club? Oui. Donc, on est dans deux exemples contradictoires. Exactement. En Europe, les fans, les connectés sont conscients de l'importance de fédérer tout ce qui est image positive pour accorder une image positive au club dans l'objectif d'attirer plus d'adhérents, dans l'objectif d'avoir des bénéfices. Chez nous, vous allez me dire, oui, je suis un club qui a 1 million d'abonnés, mais effectivement, il faut se poser la question, 1 million d'abonnés, quel est leur impact positif sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui s'écrit sur les commentaires? Est-ce qu'il y a une remontée d'informations pour améliorer les choses? Est-ce qu'il y a une remontée est-ce qu'il y a une évaluation qui va nous permettre est-ce qu'il y a... Parce que le problème de sponsoring au Maroc, c'est quoi? Pourquoi? Donc, là, je reviens sur la question tout à l'heure. Est-ce que même les entreprises, à la fin de la saison, il y a une évaluation, un bilan évaluatif qui dit que nous avons gagné sur le marché temps, nous avons, sur le plan bénéfice, on a gagné temps? Je ne pense pas. On est plus dans le côté mécénat, partenariat, c'est-à-dire en tant que dirigeant qui connaît le tel, je prends le téléphone, alors qu'on doit passer à autre chose. Et j'ai dit tout à l'heure, je l'ai soulevé, moi je pense que, personnellement parlant, le seul produit qui a bénéficié du sport, c'est Dahmi, c'est un produit qu'on ne connaissait pas sur le marché et qui a bénéficié le coût politique, avec l'affaire que tout le monde connaît, donc donc la carte dans notre royaume. Et donc, c'est un coup de pouce
pour le sponsor. Donc, ça ne peut que donner plus, donc renégocier encore le contrat de sponsoring avec le club du RSP. Donc là, on est dans un contrat win-win, c'est-à-dire le club va bénéficier en financement et le produit aussi a le droit de bénéficier sur le plan visibilité, amélioration et même revenu, retour d'investissement. Je voulais juste voir s'il y a d'autres questions. Donc, par rapport à la personne qui a parlé de Walk in Football, j'ai noté son numéro pour la principale et simple raison que j'ai déjà un modèle de dossier sponsoring que j'ai en main, que je pourrais vous envoyer. Et si ça peut aider à faire avancer les choses, ça me fera plaisir. Maintenant, je pense que Amin Shraibi, bonjour, réfléchir à une stratégie de sponsoring à travers le prisme du football nous force à réfléchir en termes de visibilité. Or, la majorité des sports au Maroc sont des petits sports qui ne bénéficient pas d'une telle traction médiatique et publique. On vient d'en parler. Exactement. Ne faudrait-il pas réfléchir à d'autres avantages pour le secteur privé afin d'enclencher une dynamique de sponsoring à plus grande échelle au niveau de notre pays? Donc, je vous pose la question. Moi, personnellement, le problème ne se pose pas au niveau des entreprises ou bien au niveau des institutions privées. Moi, je pense que le problème se pose au niveau des clubs, au niveau des fédérations, c'est-à-dire c'est aux clubs, c'est aux sportifs, c'est aux athlètes, c'est aux organisateurs des événements, c'est à eux de travailler sur la qualité de produit. Lorsqu'on est dans un magasin, donc on choisit le produit sur la base de quoi? Sur la base de la qualité du produit. C'est légitime, je l'ai dit, je le redis toujours. Si on va prendre par exemple le spectacle footballistique au Maroc, et on pose la question pourquoi la majorité, donc, et c'est la culture élargie actuellement de masse au Maroc, lorsqu'il y a un match de Champions League, même s'il y a le Raja qui joue, les phares, très peu de supporters qui regardent. Vont faire le déplacement. On ne va pas dire que c'est légitime ou c'est pas légitime, c'est tout simplement parce que nos équipes, nos marques sportives doivent travailler sur comment augmenter la qualité de produit. Comment peut-on avoir les meilleurs joueurs? Comment peut-on avoir meilleurs médias? Parce que lorsqu'on parle de la qualité du spectacle, elle dépend de la qualité des joueurs, des prouesses, le staff technique, la qualité du stade, la qualité d'accueil, la qualité de la transmission, la qualité de nos médias. Donc nous devons tous travailler. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, pour réellement répondre à comment être performant, c'est toute une interconnectivité entre plusieurs acteurs. Donc, on ne peut pas avoir l'Assas Sahriya et au jour au lendemain, on va dire, on peut avoir des réactions. Peut-être que cette stratégie va être réussie, mais peut-être après 2 années, on va rechuter. Donc, c'est pour cela, moi, j'ai dit une restructuration sur tous les plans. Sur le plan de la formation, sur le plan du recrutement, sur le plan des centres de formation, sur le plan des fédérations. Mais moi, je vous donne la dernière fois, j'étais en conversation avec quelqu'un qui était directeur d'un département marketing, Oui. Et je lui ai parlé justement du sponsoring. Il m'a dit, Adam, il y a 3 règles. La première règle, qu'il faut qu'on reçoive un dossier sponsoring. La deuxième règle, il faut qu'on le valide. La troisième règle, il faut qu'on le reçoive dans la durée allouée au budget sponsoring. Parce qu'il y a certaines entreprises qui débloquent un certain budget sponsoring. Soit ils vont le débloquer pour des personnes justement qu'ils connaissent, on va dire, qui ont fait marcher leur téléphone. Exactement. Ou d'autres qui sont dans une autre démarche, qui vont vous dire, OK, moi je vous débloque un certain budget, mais il faut le bloquer dans une certaine limite à ne pas dépasser, parce que ça rentrerait dans un exercice comptable. Donc, je pense aussi qu'il faut que certaines entreprises communiquent sur la démarche, justement, qu'ils souhaiteraient justement sponsoriser, mais qu'il y a une certaine démarche à suivre, il y a une certaine logique à suivre par rapport au financement de certains projets. Moi, je vais redonner l'exemple des équipes espagnoles. Dans les années 70-80, personne ne parlait espagnol, surtout dans les régions du centre du Maroc, à part la région du nord, parce que il y avait ce qu'on appelle l'antenne artésienne, donc ils captaient des chaînes espagnoles. C'est pour cela qu'on constate qu'il y a un attachement fort pour les régions du nord par rapport au championnat espagnol. Donc les Espagnols, dans leur stratégie d'expansion, c'est légitime que après saturation du marché espagnol, nous avons constaté qu'ils n'ont pas réussi à concurrencer la France, alors sachant qu'ils sont juste à côté, mais ils se sont orientés vers l'Amérique latine. C'est là où on doit poser la question. On est dans une stratégie de sponsoring. Ils se sont orientés vers l'Amérique latine
et pas la France, parce que la France, ils ont constaté, mais c'est pas que c'est une observation, c'est que on peut pas, un Marseillais ne peut jamais supporter une autre équipe. Donc il y a une forte identité à Marseille. Un Parisien ne supportera jamais une équipe espagnole. Saint-Étienne ne supportera jamais une autre équipe. Donc il y a une forte identité. Donc les Espagnols, les clubs, ils se sont orientés vers l'Amérique latine parce que c'était un marché en voie de développement. Dans leur stratégie marketing, ils ont réussi leur stratégie dans l'objectif d'attirer les meilleurs joueurs. Donc, les premiers joueurs qu'ils ont joué dans le championnat espagnol, c'était des Brésiliens, des Argentins, des Mexicains. Une fois le marché de l'Amérique latine était saturé, nous avons constaté au bout des années 90 qu'on commence à voir certains Africains, Eto'o, Drogba, certains Arabo-musulmans. C'est dans l'objectif, parce que dans leur stratégie d'identification, pour pousser le consommateur arabe, musulman, africain, de consommer le produit. Nous, en tant que citoyens, des fois, on dit on aime le Barça, c'est juste non, mais c'est parce que dans leur stratégie de sponsoring et d'expansion, maintenant la question qui se pose, comment nous, au Maroc, on peut convaincre les sponsors de nous financer? Justement, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais l'exemple qui me vient à la tête par rapport à ce que vous avez dit, c'est l'UFC. L'UFC, ils étaient embryonnaires au marché américain. Après, il y a eu des Brésiliens qui sont venus, des Russes. Maintenant, aujourd'hui, on voit des combattants africains qui viennent principalement du Nigeria. On a un Camerounais qui est Francis Ngannou. La Hollande aussi. Comment? La Hollande aussi, les Pays-Bas. Exactement. C'est là où il y a beaucoup de Maghrébins, de Marocains. Et on a le Maroc, et justement, le Maroc, il a une cible large. Et aujourd'hui, on voit que l'UFC a développé un business model qui permet aujourd'hui, parce qu'on ouvre un UFC Gym au Maroc et qu'il trouve tout le succès. Enfin, je ne sais pas encore s'il trouve du succès, mais je pense que j'ai déjà connu suffisamment. Anna, je pense que dans quelques années, il va trouver du succès, et je vous dis pourquoi. Tout à l'heure, j'avais l'idée, et j'ai oublié, quand on a parlé de la boxe, la question en tant que boxeur, je vous pose la question, pourquoi le Cuba? Quels sont les pays de l'Amérique latine qui se spécialisent dans la boxe? Il y a le Cuba. Donc, si on parle de l'Éthiopie, ils se spécialisent dans l'athlétisme marathon. Donc, nous, à un certain moment, on doit être capable, dans nos stratégies gouvernementales, sportives, on doit connaître quelles sont les pratiques dont nous devons miser. On a misé dans le football, très très bien. Mais quelles autres pratiques dont nous devons miser? Moi, je pense l'UFC actuellement, parce que pourquoi l'UFC? Donc, moi, je pense pourquoi l'UFC a intégré le Maroc, c'est tout simplement on a beaucoup de Marocains qui participent à des compétitions internationales, mais des Marocains qui sont nés, la majorité d'entre eux, en Europe. Oui. Et donc, le noyau de l'UFC, les sports de combat, MMA, UFC, c'est la Hollande. Et donc, ce noyau, donc, il a démarré en Hollande. On est dans le même modèle de football. Donc, maintenant, il commence à s'implanter au Maroc. Et je pense que le Maroc, la pyramide des âges, donc on a beaucoup de jeunes, donc le capital humain qui doit pratiquer, donc il faut juste de meilleurs outils stratégiques et de marketing pour sensibiliser les jeunes de l'importance de cette pratique. Et je pense que si on élargit la pratique dans toutes les régions marocaines, dans quelques années, au lieu d'avoir que des Marocains belges, hollandais qui participent à des compétitions, on aura des Marocains de chez nous qui participent aussi à des compétitions internationales. Exactement. Et merci pour le point. Maintenant, on a une deuxième partie de la question qui m'intéresse. Ne faudrait-il pas réfléchir à d'autres avantages pour le secteur privé afin d'enclencher une dynamique de sponsoring à plus grande échelle? Par exemple, avantage fiscal, présence et accompagnement du sport scolaire. Moi, la dernière fois, je vous pose une question. Je pense que je connais la réponse, mais je vous laisserai répondre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des encouragements étatiques vis-à-vis des entreprises de la part du gouvernement pour les entreprises qui sponsorisent des événements? Est-ce qu'il y a une exonération fiscale? Moi, je vais être direct. Oui, effectivement. Pour ceux qui spécialistes en finance et en comptabilité, on sait très bien que toutes les dons, toutes les subventions, tout ce qui va en tant que subvention financement est exonéré par l'État. Donc, moi, ce n'est pas une excuse. Moi, je pense que le plus important actuellement, nous étions sur un modèle depuis des années, moi je ne vais pas dire des années, mais depuis des décennies. Je ne vais pas donner des exemples parce qu'ils sont trop critiques. Moi, je vais ressortir la Samir, mais je vais le dire. En tant que j'étais encore en DESS, donc j'ai effectué mon stage de fin d'études
dans une direction de communication à l'époque à la Samir. Et donc, j'ai assisté à la signature des conventions avec le club de Shabab Mohammedia et le club de Sidi Qasim à l'époque. Mais quand j'ai eu donc la différence entre ce que la Samir avant accordait comme subvention au club et quand la Samir est devenue privée, ce qu'elle accordait, il y a une différence de 10 000%. Et donc la question qui se pose, c'était meilleur avant ou meilleur c'était meilleur, il accordait à Sharad al-Maliar, alors qu'une fois donc, il y avait donc, les Saoudiens qui tenaient donc, la Samir, donc ils sont passés à 900 millions de centimes sur 3. Donc sur 3 donc, saisons, 300, 300, 300. Et donc, sauf que lorsque la Samir était prise par donc une société donc, privée, donc c'est normal qu'il ne va pas rester sur des sommes imaginaires, donc sans rentrer dans les détails, donc tout le monde va comprendre de quoi je veux dire. Donc maintenant, ce que je dis, on doit mettre fin avec une époque. Actuellement, les entreprises, moi je ne suis pas là pour défendre les entreprises, c'est aux pratiques sportives, c'est aux fédérations de travailler pour attirer des gens. En tant qu'entreprise, quelle est ma raison de sponsoriser, de financer un club dont il y a un exemple très important d'une marque d'automobile qui a rompu son contrat de sponsoring parce qu'il y avait des actes de violence, sans citer le club, sans citer la marque, mais tout simplement parce que ça ne rentre pas dans leur stratégie, ça ne colle pas avec les valeurs, et donc tout acte de violence dans le contrat est mentionné qu'une fois il y a un acte de violence, on va rompre le contrat. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ces clarifications. Je vais voir quelques dernières questions. Donc, on a parmi nous Jaoud Mkiran. Bonjour, bonsoir et ravi. Directeur de l'Olympique Club de Khoribga. Passionné de football, actuellement participant au Master de Management Sportif à l'ISCAE. Donc, on parlait de cours de management. Je suis également titulaire de plusieurs diplômes dans le domaine managérial sportif, ravi. Malheureusement, et vu ma modeste expérience, j'ai constaté que les clubs manquent cruellement de structure. Il n'y a pas de respect des cahiers de charges, ce qui révèle des problèmes majeurs de gouvernance et de gestion managériale. De plus, on observe une confusion entre les niveaux stratégiques et opérationnels. Pire encore, l'ignorance de nombreux dirigeants élus empêche les spécialistes du domaine de travailler efficacement et de créer de la valeur, de développer les clubs zéro investissement. Donc la question, ne pensez-vous pas qu'il est temps de réformer les lois relatives au secteur sportif, de mettre fin au bénévolat et de favoriser le recrutement des compétences qualifiées dans les métiers du sport? Ça me semble une question très directe et pertinente. Je vais répondre directement à sa question. Déjà, je vous demande de rester patient. Donc, notre secteur, il faut être patient. Oui. On est déjà passionné par le sport et donc on doit avoir de la patience et attendre. Je sais très bien que la restructuration va venir avec le temps. Tôt ou tard, on ne peut pas rester dans un désordre. D'accord? Ça, c'est d'un côté. Deuxièmement, pour répondre à sa question, c'est que c'est ce qu'on a déjà dit, c'est qu'actuellement, pour répondre à sa question, je vais remonter dans l'histoire. Oui. La loi 09, elle est passée quand? 3009. Elle a été votée il y a 15 ans. Oui. Est-ce qu'elle est pratiquée pour certains clubs? Est-ce que les clubs ont respecté le cahier de charge et passé, donc là, je parle de la passation, de statut d'associatif au statut d'entreprise? Et je pose la question aux dirigeants, aux juristes, aux spécialistes, aux politiciens, tout. Qu'est-ce qui bloque le passage à l'entreprise? Moi, je pense que, comme il a soulevé, actuellement, on est, je ne vais pas dire dans l'obligation, mais c'est le temps de réformer le volet économique, le volet juridique. Donc, c'est maintenant, on doit se réunir pour coopérer ensemble de telle sorte, est-ce que réellement le projet de loi, donc la loi 3009, répond aux normes ou ne répond pas? Est-ce qu'il y a certains articles dans la loi qui répondent et d'autres qu'on doit les modifier ou on doit poser des questions par rapport à ça? Donc, réformer, restructurer, je recommande aussi parce que actuellement, des fois quand je cite certains modèles de performance, vu mon attachement à ma ville natale et
ma appartenance à ma ville, il y a certains que je défends, mais non, non. Il y a des modèles de performance actuellement au Maroc que nous devons suivre. Donc, un modèle de performance, c'est un modèle où il n'y a pas que le résultat la première année. Nous devons prendre plusieurs années et c'est là je fais référence au modèle de RSP, tout simplement un modèle que depuis 10 ans, qui veille sur une bonne gestion, on n'a pas de litige, c'est tout simplement, ce n'est pas parce que derrière Berkane, il y a certains pensent parce qu'il y a certains responsables, mais c'est tout à fait le contraire, parce qu'il y a une stratégie identitaire, c'est-à-dire même la marque sponsor, elle est issue de la région, donc il faut aimer la ville, il faut aimer le club, il faut investir dans le club, il faut appartenir, augmenter donc l'appartenance. Donc, quand je dis augmenter l'appartenance, moi je pense que tant que nous avons des spectateurs qui ne payent pas leur billet, moi en tant que spectateur qui aime mon équipe, au lieu de payer un billet, je peux prendre 2, 3, 4 selon ma possibilité. C'est-à-dire, au moins le spectateur, donc on doit mettre fin à plusieurs habitudes et plusieurs... pour montrer réellement qu'on est notre club attaché et appartenant. Et peut-être que aussi les clubs doivent aussi, avec des actions de communication, on va dire sensibiliser les personnes à ce que, leur dire que lorsqu'ils achètent un billet, ben, ils vont tout simplement contribuer au développement de leur équipe. Chers collègues, je viens de penser à un point très important que je n'ai pas abordé, c'est le stade actuellement. Combien de clubs qui disposent de son stade dans son bien, c'est-à-dire dans son actif? Très peu de clubs. Je ne vais pas dire, il y a le FUS, et il y a Berkane dont le M. Belhadi a passé donc le... C'est-à-dire la question qui se pose. Actuellement, si on veut travailler sur développer un outil de financement basé sur la billetterie. PSG, elle propose des prix à 50 € jusqu'à 500 €. Oui. Les grands clubs, leur stade, c'est leur propriété privée. Donc, quand j'ai un stade, c'est mon patrimoine. Donc, le stade, je peux travailler sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, sur d'autres activités annexes qui peuvent générer des revenus pour le club. Donc, moi, la question qui se pose, comment ça se fait que pour certains clubs, pendant des années, qui récoltent des palmarès, des clubs qu'ils ont, et dans leur actif, dans leur bilan, il n'y a pas un stade. Donc moi je pense là, sans rentrer dans les stratégies de naming, sponsoring, c'est-à-dire comme celui de Lyon, Groupama, donc qui va donc construire un stade qui va l'accorder à l'Olympique de Lyon dans l'objectif pendant un siècle. Donc on va augmenter en termes de visibilité et associer donc Groupama à Lyon comme l'Arena Stadium et autres. Mais c'est le temps maintenant aux investisseurs marocains de choisir certains clubs pour accorder leur brand, leur image de marque à un club. Et pourquoi pas? Donc là, la question qui se pose, est-ce que les institutions privées sont capables de construire des stades et les offrir pour certains clubs? Ou peut-être de créer des stades et de faire des moyens d'autofinancement. D'autofinancement, exactement. Ça pourrait aussi être valable. Écoutez, je pense qu'on va prendre quelques petites remarques. Donc, le sponsoring est aussi lié à la situation économique d'un pays. Comme vous l'avez mentionné, le ROI, le retour sur investissement. Le pouvoir d'achat d'un Marocain n'est pas le même d'un Français exactement. Adidas, ça part de marché marocain d'une manière indirecte. Ça fait mal au cœur. La corruption sportive dans notre pays est si profonde que d'autres secteurs. Donc, ça, c'est juste des remarques qui sont pertinentes. Marocain potentiel toujours, il a totalement raison. Toujours. Le mouvement du sport nécessite une gouvernance optimale avec des profils adaptés à chaque discipline. Au Maroc, on ne peut pas parler de sponsoring, plutôt de mécénat. On l'a déjà dit, exactement. Et le nouveau sport, merchandising, Working Football, qui c'est la tranche d'âge. Donc ça, c'est la même question qui a été reformulée en français. La question juridique par rapport à l'absence des contrats sponsoring, c'est Omar qui a posé la question spécifique dans le contexte. Donc la question juridique par rapport à l'absence des contrats sponsoring spécifiques dans le contexte marocain, la loi 30 01 ou 09, il a été donc voilà. Oui, donc peut-être que
Je pense que ce que veut dire Sir Omar, c'est est-ce qu'il serait bien d'intégrer justement le sponsoring sportif à la loi 3009? Est-ce que ce ne serait pas une mauvaise idée? Moi, c'est pour répondre à la question. Actuellement, souvent, les clubs, par rapport à leurs litiges, passent par des agences, des experts juridiques. Donc, c'est des agences de com, des boîtes de com, de jurisprudence. Et donc, parce qu'actuellement, très peu de clubs, moi je pense au Maroc, très peu de clubs, je n'ai pas un retour d'information comme en Europe, qui peuvent recruter un juriste qui maîtrise un peu les droits des contrats. Oui. Tous passent par des agences et des experts externes, parce que ça va coûter toujours moins cher sur négociation de contrats, un pourcentage qui va passer. Moi, la question qui se pose par rapport à ça, qui est pertinente pour moi, c'est qu'actuellement, le volet juridique est très important. Pourquoi maintenant, il y a plusieurs clubs marocains, surtout en football, qui se noient dans les litiges? C'est parce qu'il n'y avait pas... Il y avait un vide juridique. Il n'y avait pas des experts au sein du club qui recommandent au président ou bien qui recommandent à ceux qui ont pris l'engagement de signer des contrats. On a tous remarqué des fois, on signe avec certains entraîneurs de haute renommée, on signe un contrat de 4 ans. Mais est-ce qu'on a lu les clauses du contrat? Donc, on a vu certains cas, donc l'entraîneur ne dépasse pas les 6 mois, et donc il y a litige, et l'entraîneur, donc on essaie de trouver donc la situation à l'amiable dans l'objectif de. Donc, par rapport à ça, actuellement, il y a, je ne vais pas dire il y a un vide, heureusement qu'actuellement, il y a certains juristes maintenant qui sont compétents dans le secteur de la jurisprudence et dans le secteur des contrats de sponsoring, à qui les non-clubs devront faire appel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ne pouvons pas. Il y a le volet juridique, le volet conformité aux lois, le volet réglementaire, le volet économique. Tout ça doit se coopérer de telle sorte va nous donner un produit, comme on dit, Inch'Allah, dans les années qui viennent. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très passionnant et très intense de parler avec vous. On a carrément fait 1h23 minutes. Ah, le temps est passé, je n'ai même pas regardé l'heure. Moi aussi. Honnêtement, j'ai pas. C'était un merci beaucoup. On tient à remercier tous ceux qui sont présents avec nous en ligne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes en ligne. Et ben voilà, donc on vous remercie. S'il y a des questions par la suite, on pourra y répondre dans un prochain webinaire, Inch'Allah. Exactement. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.